Bonjour. Oui, alors je dois déjà faire une annonce pour le programme des cours parce que j'ai vu, enfin on m'a signalé que sur le site du collège, il n'est pas précisé que le cours va s'interrompre 3 semaines. Alors, le cours va s'interrompre 3 semaines après, à partir... Enfin, le cours aura lieu jusqu'au 14 février inclus. Ensuite, il n'y aura pas de cours pendant 3 semaines. Et je reprends le 14 mars. Et là, il y aura 2 séances, en principe, 14 jusqu'au 21. Ce n'est pas totalement impossible qu'à cause d'impératifs encore imprévisibles, j'ai à décaler une séance. Mais normalement, je suis ce régime-là. Donc, le cours régulièrement jusqu'au 14 février, interruption 3 semaines et ensuite 2 séances. Et ensuite, il y aura donc début juin, 5-6 juin, un colloque ici sur Inde et Asie centrale, qui donc remplacera pour cette année le séminaire. Voilà. Alors, nous avions analysé 2 ouvrages, disons, à thème, à thèse, 2 ouvrages à thèse sur cette question des siècles de transition, et il convient maintenant de revenir plus près des sources et dans une approche chronologique qui va être nécessairement assez événementielle, assez politique, mais bon, c'est l'arrière-fond qu'il faut absolument établir solidement avant de revenir sur les questions d'héritage et de transition culturelle. Alors, un aperçu sur les sources qu'on a sur cette période. Alors, en fait, cette période, les 3 siècles, 7e, 8e, 9e siècle, sont extrêmement riches en sources. Beaucoup plus que ce qui précède, et d'une certaine façon plus que ce qui suit. L'Asie centrale, du 10e à l'invasion mongole, 12e siècle, n'est pas tellement éclairée par les sources parce qu'on a plus ou moins... il y avait des chroniques, mais on en a beaucoup perdu. Par contre, 8e, 9e, 10e siècle, 7e, 9e, 7e, 8e, 9e siècle, il y a beaucoup de sources. Les sources chinoises, ça continue comme avant. Et puis, un certain nombre de sources qui sont donc de diverses catégories que je résume ici. Sources primaires, récits de la conquête, en arabe évidemment, chroniques locales et les textes géographiques. Alors, les sources primaires, c'est-à-dire les sources contemporaines et émanant directement de ces sociétés. On a 2 gros paquets d'archives dont j'ai déjà été amené à parler à d'autres occasions. En sogdien, ce qu'on appelle les documents du mont Moog, qui sont donc les archives, les archives, disons, du dernier roi de la ville de Penjikent, qui s'est réfugié dans un château de montagne en 722 avant d'être capturé et exécuté, et qui ont été retrouvés en 1936 par un berger, et édité avec des améliorations successives. Et actuellement, il y a une édition de référence en anglais depuis 2006, qui est donc l'édition du grand savant de Leningrad, enfin Saint-Pétersbourg, Lifshitz, Sogdian Epigraphy, qui reprend ses éditions antérieures avec en tenant compte d'un certain nombre de remarques qui avaient été faites. Parmi les remarques dont il a tenu compte, il y en a certaines qui sont assez importantes de notre point de vue, qui s'attachent aux années de la conquête, puisqu'il s'agit d'un article que j'ai donc publié avec DLV, qui est Étienne de la Vessière, qui s'appelle, c'est un article en anglais, en français ce serait « Les derniers jours de Penjikent ». Voilà. C'est un peu moins excitant que les derniers jours de Pompéi, mais on a repris l'ensemble de documents qui s'échelonnent sur quelques mois
et qui éclaire le contexte politique très compliqué, contexte diplomatique, politique très compliqué de la chute de la ville de Penjikent. Nos conclusions ont été adoptées partout, et notamment par Lifshitz, qui en a tenu compte en refaisant son édition. L'article avec Étienne de la Vessière était paru en 2002. Tout ça, c'est sur Internet, Academia, vous trouverez ça facilement. Alors, un deuxième gros paquet d'archives, c'est en bactrien. Alors, ce sont des archives qui sont apparues plus tard, à partir des années 1990. Ce sont les archives qu'on appelle les archives de Robe, petit royaume, un peu au nord de Bamiyan. C'est pas tout à fait de la même nature que les archives du Mont Moug, parce que c'est pas, disons, ce ne sont pas des archives royales, il n'y a pas véritablement de correspondance politique, ce sont vraiment, ce sont sans doute les archives d'une ou plusieurs familles. Alors il y a beaucoup de documents pratiques, juridiques, mais on peut quand même en tirer beaucoup de choses pour éclairer le contexte général. Alors, les documents du Mont Moug, disons, éclairent une période assez courte. En gros, ça éclaire la période qui va de 700 à 722. Les archives de Robe, c'est beaucoup plus large. Ça commence au IVe siècle et ça va jusque vers 780, au moment de l'islamisation de la principauté. Et il y a quelques documents en arabe qui prennent directement la suite. Ça a été trouvé dans une grotte, donc en Afghanistan. Il y a à peu près 120, 150 documents maintenant. Donc en bactrien, ce n'est pas la même langue que le sogdien, c'est assez proche du sogdien, mais ça s'écrit non pas dans un alphabet dérivé de l'araméen, mais en caractères dérivés du grec. C'est la seule langue iranienne qui s'est écrite en caractère grec. Les informations d'ordre politique ont été très largement exploitées, dégagées dans un livre récent de Nicolas Sims-Williams et François de Blois. Nicolas Sims-Williams, c'est lui qui a déchiffré et édité tous ces documents en 3 volumes. Et donc, ce livre s'attaque surtout à la chronologie, qui est une question complexe de ces documents. Et évidemment, en discutant la chronologie, il discute beaucoup les contextes politiques. Alors, il faut savoir que on aimerait bien avoir des archives bactriennes d'un royaume moins enclavé que le royaume de Robe, parce qu'ils n'étaient pas tout à fait sous les feux de la rampe. Voilà. Penjikent, oui, est sous les feux de la rampe, parce que c'est tout près de Samarcande, et que le roi de Penjikent, à la fin, s'est proclamé roi de Samarcande. Donc, c'est un personnage très important dans l'histoire de la conquête arabe de la Sogdiane. La principauté de Robe a été bien cachée dans les montagnes. Bon, il jouait un jeu de bascule subtil entre les maîtres successifs des régions voisines, les Sassanides, les Heftalites, après les Arabes, etc. Et ils arrivaient comme ça à maintenir leur indépendance. En même temps, les noms de lieux qui sont mentionnés, les événements dont il est question, c'est assez local. Bactre est mentionné une fois, Samarcande jamais, ça va quand même pas au-delà d'une échelle assez provinciale. Alors, ensuite, gros paquet de sources, ce sont les sources en arabe, les récits de la conquête. Alors, en fait, il n'y en a pas tellement. Les principaux, c'est Al-Baladhuri, Futuh al-Buldan, c'est-à-dire les conquêtes des pays, qui est une espèce de résumé assez sec de la conquête arabe, mais c'est précis, et ça donne une bonne trame, et parfois il donne des dates, des informations qui ne sont pas les mêmes que dans les autres sources, donc on a toujours intérêt à confronter. Mais alors, bon, le gros ensemble, c'est évidemment la chronique de Tabari, les annales de Tabari. C'est écrite vers 920.
C'est énorme, je crois au total ça doit faire 45 volumes, puisque maintenant on a une traduction anglaise intégrale sous la direction de Ehsan Yarchater, parue aux États-Unis, avec des notes, avec bon. Alors, il faut savoir que Tabari est à certains égards presque trop riche, enfin, pour une certaine période. Pour l'Asie centrale, disons, ça commence avec la conquête arabe, et même avant, puisque le premier volume de la série de ces annales dans la traduction, c'est l'histoire des Sassanides que Tabari résume d'après les chroniques officielles sassanides. Après, il y a la conquête, mais sur l'Asie centrale, où la conquête commence à partir de 650, Tabari n'est pas très sûr jusqu'en 705. C'est pas très précis. Et il est ensuite extrêmement précis, disons, de 705 à 750. Parce que là, semble-t-il, il s'est appuyé, il a utilisé un ouvrage antérieur par un certain Al-Madaini, qu'on n'a plus, qu'on a perdu, mais qui était extrêmement sûr sur toute l'histoire de l'Asie centrale, parce qu'il avait recueilli, il recueillait les traditions tribales. C'est-à-dire que typiquement, quand vous avez quelque chose sur l'Asie centrale dans Tabari, c'est année temps. Alors, le gouverneur partit faire une campagne contre les Sogdiens. Alors, voici le récit de machin, ibn machin, ibn machin, ibn machin. Hop, de la tribu tant, un récit. Et puis après, un autre, alors bon, qui tenait de son grand-père, qui tenait lui-même de son arrière-grand-père, c'est un peu le système des hadiths, hein, donc avec l'isnad, la chaîne de transmission. Et puis, on a un nouveau récit sur le même épisode. Alors, parfois, ça se répète et parfois, ça complète, parce que la tribu d'où vient le nouveau récit était rivale de la tribu d'où venait le précédent récit, et donc, ce n'est pas les mêmes personnages qui sont mis en valeur. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Alors, évidemment, c'est tout un maquis avec une énorme quantité de noms, mais enfin, depuis le temps qu'on y travaille, on a quand même réussi à en extraire la substance. Les traditions, il utilise, à partir de 705, il utilise beaucoup des traditions d'une petite tribu qui s'appelait les Bahilites et qui se trouve avoir été la tribu d'où venait le grand général Qutaïba, qui faisait les conquêtes à ce moment-là. Donc évidemment, l'éclairage est un peu anti-Damas et très pro-Qutaïba. N'est pas, enfin disons, ce qui est mis en valeur, ça n'est pas tellement la politique des califes, c'est vraiment l'héroïsme, l'intelligence, les initiatives de Qutaïba. Sa cruauté aussi, comme on va le voir par certains épisodes que je vais être amené à commenter. Alors, à partir de 750, Tabari devient très sec sur l'Asie centrale, parce que c'est la traduction même de l'autonomisation de ces régions à partir de la révolution abbasside. Tabari, c'est quelqu'un qui écrit quand même du point de vue de Bagdad. Alors, à partir de 750, l'Asie centrale, surtout avec Abou Muslim, prend de plus en plus en main son propre destin. Et puis alors, après 813, Tabari continue encore comme pour un siècle. Après 813, il n'y a pratiquement plus rien sur l'Asie centrale. Pratiquement plus rien. Parce qu'à ce moment-là, elle est totalement, on peut dire qu'elle est presque complètement indépendante sous les nouvelles dynasties, les Tahirides, les Samanides. Et donc, elle sort de l'horizon des califes. Ça n'intéresse plus un historien concentré sur l'Irak. Et malheureusement, il n'y a rien qui vient prendre le relais. Alors, je vous ai parlé de la traduction. C'est extrêmement commode de l'avoir. Il faut savoir tout de même que tous les volumes ne sont pas du même niveau de qualité. Cette entreprise énorme
a été distribué entre un certain nombre de spécialistes. La plupart des traducteurs sont très scrupuleux, très fidèles, traduisent très littéralement, mais au moins pour un des volumes, et c'est un peu embêtant, parce que c'est les années 720 qui nous concernent vraiment beaucoup ici, le traducteur a pris un petit peu des libertés avec le texte. Alors, il existe une anthologie, un choix d'extraits de Tabari, tous les extraits concernant l'Asie centrale, sont traduits d'une manière souvent beaucoup plus précise, tout simplement parce que c'était traduit par des gens qui connaissaient la région, donc qui ne faisaient pas les mêmes erreurs que fait un traducteur dans une université à Édimbourg ou à Oxford. Bon, mais c'est en russe. C'est par Beliaïev et revu par Bolchakov, dont j'ai déjà parlé. Donc, quand on fait vraiment une recherche, il faut et qu'on ne lit pas l'arabe, bon, ce qui serait la situation idéale, mais ce n'est pas la mienne, il faut contrôler les traductions. Alors, par ailleurs, il y a encore un autre auteur dont je parle ici parce que... Alors, j'ai à nouveau des malheurs avec ma flèche pointeuse. Je suis tout à fait désolé. Le technicien n'est plus là. C'est ce qu'il a fait tout à l'heure. Avec moi, ça ne marche pas. Ibn Atham al-Koufi, qui est un auteur qu'on a redécouvert en fait dans les années 1930. Alors, il est important parce que sur la prise de Samarcande, il est très bien informé. Et par exemple, c'est lui qui a transmis un document d'archives absolument authentique, c'est l'armistice conclu entre Samarcande et Koutaïba. Et là, il est vraiment très précieux. Alors, Ibn Atham, quand je vais vous commenter des extraits, c'est plutôt lui que je vais citer, parce que, comme Tabari, il se fonde sur l'anthologie, la collection des récits tribaux qu'avait collecté Al-Madaini, mais il met ça dans un récit plus linéaire. Et par ailleurs, il a conservé des éléments qui ne sont plus dans Tabari. Alors, ensuite, les chroniques locales. Il y a des chroniques locales qui, en fait, dans les deux principales, c'est donc la chronique de Boukhara, par Nal-Shahi, et la chronique de Samarcande. Alors, il se trouve que dans les deux cas, c'est des chroniques qui ont été réécrites beaucoup plus tard, mais qui contiennent des éléments anciens. Alors, Nal-Shahi, l'histoire de Boukhara, c'est une source absolument indispensable qui contient énormément d'informations, certes pas toujours très fiables, mais enfin il y a beaucoup d'informations sur l'époque pré-islamique, la conquête, les premiers temps de l'islam. C'est vraiment écrit localement. Ça avait d'abord été écrit en arabe, et puis ce qu'on a gardé, c'est un abrégé persan du XIIe siècle. Alors il semblerait qu'on a pu établir récemment que les traditions sur l'époque pré-islamique avaient été recueillies de la bouche, au Xe siècle, de la bouche d'un descendant de l'ancienne famille royale. Voilà, donc c'est vraiment des sources qui étaient proches du pouvoir. Alors, il y a de Nal-Shahi, il y a une traduction tout à fait classique en 1954 par Richard Fry, dont j'ai parlé précédemment à cause de son grand livre The Golden Age of Persia. C'était sa thèse, la traduction de Nal-Shahi. Ça garde beaucoup de valeur. The History of Bukhara. Entre-temps, récemment, les Ouzbeks, enfin Kamaloddin, en russe, ont sorti une nouvelle traduction qui a le mérite d'être éclairée par les données de l'archéologie locale. Alors, pour Samarcande, on a un peu moins de chance parce qu'il y a une chronique locale, effectivement, qui s'appelle la Kandia, mais celle-là, elle a été mise en forme, enfin, la forme qu'on en a conservée est du XVIe siècle. Alors, il y a un certain nombre de choses sur la période pré-islamique, mais évidemment, c'est beaucoup plus réformé, beaucoup plus résumé. Et alors, ça n'est actuellement disponible qu'en russe, traduit au début du XXe siècle. Voilà, c'est en russe, c'est le délice
des caractères cyrilliques antérieurs à la réforme de l'orthographe. Alors, Youri Kariev prépare une nouvelle édition, traduction fondée sur un plus grand nombre de manuscrits, mais pour le moment, il ne l'a pas encore publié. Alors, dans les sources écrites, on a ensuite les sources géographiques. Alors, quand on dit géographe, ce sont en fait des géographes voyageurs. C'est-à-dire que les grands géographes dits arabes, qui étaient en fait, pour cette partie du monde, tous des Iraniens, n'étaient pas des hommes de cabinet, c'est des gens, ils lisaient beaucoup, ils avaient des bibliothèques, ils utilisaient leurs devanciers, mais ils allaient sur place. Et donc, je vous ai cité, lors de la première séance, l'extraordinaire description de Samarcande chez Imre Kal. Alors, toute cette école géographique sort d'un personnage qui était de Balkh, donc bien informé, hein, et Abou Ziyad, qui est perdu, mais dont l'œuvre a été pour continuer, et là, on a gardé les continuateurs du Xe siècle, notamment Imre Kal. Pour apprécier cette littérature géographique, il faut évidemment se reporter au grand livre d'André Miquel, qui était donc professeur au Collège de France, qui a, en 4 volumes, publié une étude absolument fondamentale sur la géographie historique du monde musulman, où toutes ces sources sont extrêmement bien analysées. Alors, les compléments apportés par l'archéologie sont importants, mais c'est quand même limité sur un certain site, hein, parce que, en fait, peu de fouilles ont systématiquement exploré la transition entre le pré-islamique et l'islamique. Tout simplement, une des raisons, c'est que cette période de transition, elle est généralement, elle n'est pas très brillante du point de vue artistique et du point de vue des vestiges matériels. Donc on s'y attachait pas beaucoup. Elle est très Penjikent est un cas un peu à part parce que la ville est tombée en 722 et dans les années 740, elle a connu une véritable renaissance artistique dans un style complètement traditionnel. Pourquoi ? Parce que les anciens propriétaires des maisons qui avaient émigré ont été autorisés à revenir. Et ils ont refait les décors à la manière ancienne. Donc la plus grande proportion qu'on a des peintures de Penjikent date en fait de cette époque très tardive des années 740. Mais ça ne dure pas longtemps, parce que dès les années 750, la ville dépérit. Donc Penjikent ne nous donne vraiment pas grand-chose sur la suite de cette période de transition. Alors évidemment, on a Samarcande, où là, la vie ne s'arrête jamais, et où on a là une assez bonne quantité d'informations que je vais d'autant plus utiliser que beaucoup de ces informations ont été procurées par la mission archéologique que j'ai dirigée depuis 30 ans, et notamment la fouille des 2 palais du début de la conquête arabe. Ensuite, on a les fouilles de Paikent, qui sont très régulièrement publiées année après année sous forme de fascicules. Paikent, c'est une grande ville marchande dans l'oasis de Boukhara, à l'ouest, qui a été fouillée, qui est encore fouillée par une mission du musée de l'Ermitage. Et l'avantage à Paikent, c'est que cette ville a été abandonnée au XIe siècle. C'est-à-dire qu'on a vraiment les derniers niveaux, c'est vraiment la transition, et ce n'est pas écrasé comme à Samarcande par d'importantes reconstructions ultérieures. Et puis enfin, on a 2 palais extraits qui ont donné dont la fouille a donné des résultats extraordinaires sur le plan artistique. Et ces palais, dans les 2 cas, sont occupés à l'époque pré-islamique et au début de l'époque islamique et permettent très très bien d'observer
la transition artistique, idéologique, etc. L'un d'eux, c'est Valarcha. Alors ça, je serais vraiment amené à beaucoup en parler. C'était la résidence hors les murs des rois de Boukhara, à 30 km à l'ouest de la ville, aujourd'hui dans le désert. Et l'autre, j'ai dit Bunjikat, oui, c'est le nom ancien de la ville. Le site est plutôt connu sous le nom de Charistan. C'est dans la région dite de l'Oustrouchana, on peut dire la dernière principauté indépendante de la région, où là, ça va jusqu'à peu près 800. Certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, puisque j'ai consacré un colloque l'année dernière, au mois de mai, à cette région. Alors, après ce préambule, il est important on va donc s'attacher à l'approche chronologique. Et il faut commencer par un rappel sur ce qu'étaient ces principautés, ces petits royaumes que les Arabes attaquent à partir de 650 et qui vont avoir tellement de mal à réduire l'un après l'autre, puisque ça va prendre 2 ou 3 siècles. Il faut tout de suite... Ça, c'est donc une carte extraite de l'Atlas de Bruegel. Ça montre les premiers raids de conquête. Voilà. Alors, vous avez à gauche Sassanide, Khorasan. Tout ça, c'est tombé en 650. C'est tombé très vite, en 30 ans, je vous l'ai dit. Puis alors, après, à l'est, vous voyez... il y a toutes ces petites flèches qui indiquent les raids, etc. Alors, c'est une conquête laborieuse, avec des reculs, des échecs. Hein. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est très fragmenté. Hein. Vous avez au nord le Khwarezm, qui est un royaume qui a toujours été indépendant. Tokharistan, au sud, c'est l'ancienne Bactriane, fragmentée. L'Oustrouchana, dont je viens de parler, ces principautés, disons, à l'extrémité nord-est, à la frontière des Turcs, Tchatch, c'est aujourd'hui Tachkent, Fergana, et alors Sogd, qui va être le principal centre d'attention. Vous voyez sur la carte que, Sogd, c'est donc le nom qui vient de l'ancienne Sogdiane, vous voyez sur la carte toutes sortes de noms de villes. Samarcande, Penjikent, Kouchania, Vardana, Varaksha, Boukhara, Paikent, Narchek, Kesh. Ce n'est pas par hasard qu'on les a mis sur cette carte, c'est que chacune est indépendante. Chacune de ces villes que vous voyez là est une entité politique. C'est une principauté qui a son propre... Et chacune de ces principautés émet son propre monnayage, au moins en monnayage de bronze. Donc, tout de suite, vous voyez une situation de contraste par rapport à l'Iran sassanide, où le monnayage, c'est le monnayage du roi, où l'administration est hiérarchisée, centralisée. Bon, à la fin des Sassanides, il y a des indices de désintégration, mais enfin, la désintégration, elle est structurelle en Asie centrale. Qu'est-ce qu'on peut dire de la démographie, de la balance des populations ? On a quand même quelques idées maintenant. On a donc l'article d'Étienne de la Vessière, dont je vous ai plusieurs fois parlé, Population Estimates in Central Asia, paru dans une revue américaine, Journal of the Economic and Social History of the Orient. Tout ça, vous trouvez sur Academia. Par des calculs croisés, hein, d'après ce que disent des voyageurs chinois, d'après les photos satellites qui permettent de mesurer les surfaces en culture, d'après les limites des murs anciens d'oasis qui indiquent jusqu'où les oasis allaient aller à cette époque, il arrive à une estimation, rien que pour la vallée du Zérafshan, c'est-à-dire la vallée de Samarcande et Boukhara, Sogd, entre 1,2 et 2 millions, ce qui est très dense, c'est vraiment beaucoup. C'est dans les secteurs d'agriculture irriguée, c'est du 500 habitants au kilomètre carré. Et donc, lui, il voit ça surtout du point de vue de la présence sogdienne en Chine. Et ça, effectivement, on voit que
L'Asie centrale, à l'époque des Tang, elle a le 10e de la population de la Chine, ce qui permet évidemment de beaucoup mieux comprendre le poids social considérable des immigrés d'Asie centrale en Chine. Une hypothèse qui n'est pas du tout encore confirmée actuellement, mais peut-être aura-t-on les moyens de la confirmer un jour, c'est que en Iran sassanide, les Arabes ont affronté une situation de dépression démographique et qui n'ont pas trouvé la même situation en Asie centrale. Pourquoi est-ce qu'on peut faire l'hypothèse d'une dépression démographique en Iran sassanide? Parce que cette dépression démographique, elle existe au même moment dans tout le bassin méditerranéen, de 550 à 750, pendant 2 siècles, sévit dans le bassin méditerranéen la peste, dite peste de Justinien. On sait aujourd'hui que c'est le même bacille que la peste noire du XIVe siècle, et ça a peut-être tué autant de monde. Donc, on pourrait à ce moment-là comprendre assez bien pourquoi la rapidité avec laquelle le bassin méditerranéen tombe entre les mains des Arabes. Et pour l'Iran, on a quelques vagues indices que la peste était là. On sait qu'elle tuait dans la famille royale à cette époque-là. Et quand on voit les récits de la conquête de l'Iran, on a l'impression que les Arabes sont arrivés dans un monde relativement vide. Ils ont été très étonnés quand ils ont... au départ, le calife Omar ne voulait pas qu'on conquiert l'Iran, parce qu'il ne voulait pas qu'on fasse des convertis, qui n'allaient pas payer l'impôt, qui allaient corrompre la pureté de l'islam. Ça le gênait beaucoup. Il ne voulait pas que ces généraux aillent au-delà de la Mésopotamie. Puis finalement, ils pensaient en plus que ce serait difficile. Et puis quand ils sont montés sur le plateau iranien, ils ont vu que c'était à peu près vide. Il n'y avait pas beaucoup d'armées. Les armées sassanides, elles avaient été réorganisées en fonction des fronts, notamment le front de la guerre contre Byzance. Et d'une certaine façon, l'Empire lui-même à l'intérieur était assez démilitarisé. Et il est possible aussi que derrière tout ça, il y ait une situation de creux démographique. Quand on voit les récits de la conquête de l'Asie centrale, on n'a vraiment pas l'impression qu'il manquait du monde. Partout, la résistance est acharnée, surtout quand on voit les chiffres des massacres, les chiffres des morts. À chaque fois, ça se compte en dizaines de milliers. Et donc, on a l'impression d'un monde qui n'était pas saigné par une épidémie et qui a été capable d'encaisser un choc aussi brutal. Alors, quelques indications sur les structures politiques et sociales. Toutes ces petites principautés dont je vous ai parlé sont rivales, se battent entre elles, mais en fait, elles partagent plus ou moins la même religion, enfin au moins en Sogdiane. Les principautés partagent une même religion qu'on appelle, faute de mieux, le zoroastrisme sogdien, et elles partagent la même classe politique. C'est une classe politique turco-sogdienne. Depuis l'époque de l'Empire turc, établi au milieu du VIe siècle et qui a duré à peu près un siècle, on voit que dans toutes les principautés, la classe dirigeante et militaire est turco-sogdienne. Alors on le voit à plusieurs indices. Dans les listes dynastiques, j'aimerais bien quand même avoir qu'on me procure une flèche pointeuse qui marche. Est-ce que Madame pourrait, par exemple, faire appel aux techniciens et demander si... Mais je ne sais pas si... Parce que la flèche que j'ai là en main porte le nom de cet amphithéâtre et peut-être qu'on ne peut pas en avoir une autre. Voilà. Voilà.
Bon, alors on va faire avec la misère. Les listes des rois, par exemple, dans les listes des rois pour chaque principauté, on a, et parfois on sait que c'est la même famille, on a à une génération, on a un nom sogdien, et puis on a un nom turc, et puis il y a des noms aussi qui semblent remonter à une strate antérieure. J'en avais parlé il y a 2 ans, une strate dite, qu'on peut dire sarmate, c'est-à-dire peut-être liée aux confédérations nomades qui dominaient la région dans les premiers siècles de notre ère et qui auraient été... Il se trouve qu'un certain nombre de noms, par exemple, dans les familles royales sogdiennes, se retrouvent dans les inscriptions des sarmates de mer Noire. Donc il y a peut-être eu une ancienne classe aristocratique qui a laissé des noms. On voit très bien alors l'impact turc sur ces familles royales est important. Alors c'est pour ça quand même que j'aurais voulu la flèche, mais je suis sûr que vous allez pouvoir observer le détail sur lequel j'attire votre attention. Voilà une des plus anciennes peintures de Penjiket, 6e siècle, deuxième moitié du 6e siècle. Elle vient du plus ancien palais de la ville. C'est une scène de chasse, vous voyez, où on chasse le bouquetin, le personnage qui chasse. Ah, miracle. Voilà. Le personnage qui chasse ne peut être que le souverain de la ville. On n'a pas son nom pour cette époque. Mais une chose est sûre, c'est un Turc, ou il est à la mode turque. Pourquoi? Il a des nattes. Et vous les reconnaissez, ces nattes, ce sont les nattes qu'on voyait sur la grande peinture des ambassadeurs. Voilà, ces personnages qui sont les gardes turcs et ces personnages qui sont des officiers turcs, semble-t-il, c'est absolument typique des Turcs. Ces nattes, Tamerlan les aura encore. Il est décrit avec des nattes. C'est l'origine lointaine de la natte des Chinois, qui n'est pas du tout, contrairement à ce que pourraient laisser penser les souvenirs du lotus bleu, c'est pas du tout une coutume chinoise enracinée, c'est une humiliation que les Mandchous ont infligée à la population chinoise, qu'ils ont obligés à porter les cheveux à leur mode à eux. Bien. Voilà, justement, donc je parlais de cette peinture des ambassadeurs. Là, on est en 660. Depuis quelques années, le grand empire turc a été, disons, s'est effondré, mais le roi de Samarcande, dont je présume qu'à ce moment-là, il a plutôt une allure sogdienne, enfin, ça c'est restitué, cette partie supérieure de la peinture, comme vous savez, il est entouré d'une garde turque. Voilà. Ces gens-là qui sont assis sur des tapis pendant le banquet du Nouvel An, celui-là qui joue au polo, ces officiers du protocole qui arrangent l'arrivée des délégations, ce sont des Turcs. Donc, on est dans un milieu où l'interaction est complète et on sait par certains documents qu'il y a des intermariages et vraisemblablement, bien qu'on n'en ait pas la preuve dans les documents écrits, on a une situation de bilinguisme sogdien turc, qui est une vieille tradition dans ces régions, puisque sous la dynastie des Timourides, les successeurs de Tamerlan, le bilinguisme sera absolument généralisé. Babour, le descendant de Tamerlan, le premier des grands Moghols, écrit ses mémoires en turc Jagatai, qui est la langue de la famille, mais il fait graver des poèmes en persan pendant ses campagnes. J'ai donc parlé de la classe aristocratique et militaire. Il y a aussi une classe marchande qui est très évidente dans nos sources, puisque, par exemple, dans certaines principautés, c'est cette classe marchande, il n'y a pas de roi, et c'est la classe marchande qui négocie directement avec le conquérant. C'est ce qui s'est passé à Paikent en 706,
donc cette ville dans l'oasis de Boukhara, il n'y a pas de roi, et ce sont les marchands de Païken qui ont négocié la rançon avec le conquérant arabe Koutaïba. On voit que là, il y a quand même une différence assez importante avec l'Iran sassanide. La classe des marchands est reconnue dans l'Iran sassanide, mais elle occupe le troisième rang dans la hiérarchie des classes sociales. Le premier rang, c'est le clergé, le deuxième, c'est l'aristocratie guerrière. Les marchands viennent ensuite. Enfin, même encore après, les scribes viennent avant, les marchands viennent avec en fait, les agriculteurs et les autres, etc. Dans la Sogdiane, la classe marchande est, avec l'aristocratie ici, au sommet de la pyramide sociale. On en a une preuve, là, on en a une preuve écrite. On a un agent politique du roi de Penjikent qui décrit la situation, je serai amené à revenir sur cet épisode, lors de l'attaque des Arabes à Rojent, au nord de la Sogdiane, parle de la population sogdienne qui s'est réfugiée là, et il l'arrange en 3 catégories, les nobles, les marchands et les paysans. On ne voit pas le clergé, et les marchands viennent juste après les nobles. Donc, ils ont un statut officiellement beaucoup plus élevé qu'ils n'ont en Iran sassanide. Ce qui ne veut pas dire que dans la réalité des choses, les marchands n'étaient pas une classe puissante dans l'Iran sassanide, mais en fait, on les y connaît très peu. En Sogdiane, on les y connaît bien. Et alors voilà, j'ai déjà montré cet extraordinaire document qu'on connaît seulement depuis un peu plus d'1 an, ce panneau de bois sculpté qu'on a trouvé près de Samarcande, à Kafir-Kala, qui était vraisemblablement la résidence hors les murs du roi de Samarcande, comme Valarcha était la résidence hors les murs du roi de Boukhara. On a donc visiblement le portrait de groupe de la communauté des citoyens éminents de la ville, avec en tête le seigneur local ou peut-être un personnage qui est signalé dans les textes, qui est le maire, c'est le premier, donc le maire, Mayor, Rouecht en sogdien. Et ces personnages, curieusement, on voit qu'ils se distribuent, ils ont des costumes, ils sont de taille égale, ils ont le même type de costume, ça veut dire qu'ils sont de même rang, de même dignité. Et certains ont une dague à la ceinture, et certains n'en ont pas. Ce qui pourrait peut-être laisser penser que ceux qui ont la dague, ce sont les nobles, et ceux qui n'ont pas la dague, ce sont les marchands. Mais on voit qu'ils sont au même niveau social. C'est hypothétique, c'est comme ça que donc, moi j'analyse les choses. Alors justement, je viens de parler de la structure, des structures de pouvoir, la structure municipale. Toute principauté sogdienne, enfin, la plupart des principautés sogdiennes ont donc un seigneur. Pas toujours un roi. On parlait tout à l'heure, le titre général qu'on trouve généralement pour le souverain d'une principauté, c'est Rouf, qu'on peut traduire, seigneur, prince, mais ce n'est pas vraiment le titre royal. Mais on voit dans les cas qu'on connaît bien, le maître des lieux est toujours flanqué, doit rendre des comptes à une entité qu'on appelle le Naf. Le Naf, ça veut dire le peuple. Alors, est-ce que c'est la démocratie directe qui revient quelque peu dans notre actualité? Non, évidemment. C'est une forme de peut-on même parler d'une c'est vraisemblablement une oligarchie représentative. C'est-à-dire que c'est très vraisemblablement l'ensemble des chefs des familles les plus éminentes. Mais enfin, on voit par exemple, si comme je le pense, ici on a le portrait de groupe du Naf de Samarcande vers 550, il y en a quand même 40. Bon. C'est à l'échelle de ce que pouvaient être les institutions démocratiques dans la Grèce antique. C'est important de savoir cette balance, de connaître ce partage du pouvoir entre le roi et
l'assemblée, disons, voilà, la réunion des citoyens les plus éminents à qui ils doivent rendre des comptes, parce que ça, bon, les Arabes vont en jouer à la conquête. Ils vont très vite s'apercevoir que le pouvoir royal est un pouvoir contraint, que le roi ne fait pas ce qu'il veut. Bien. Cette institution du NAF, maintenant on sait qu'elle apparaît, elle est mentionnée assez tôt, on l'a dans les inscriptions de fondation d'une colonie sogdienne au Kazakhstan, trouvée à Koultobé, qui date vraisemblablement du IIe et IIIe siècle. Alors c'est un cas de figure assez intéressant, parce que cette fondation a été organisée conjointement par les 5 principales villes de la Sogdiane: Tachkent, Samarcande, Boukhara, Kesh, on va dire Charisabz, et Narshad, on va dire Karchi. Bien. Et dans 4 cas, Samarcande, Boukhara, Kesh, Narshad, le personnage qui apparaît, c'est le seigneur, le Rouf. Mais dans le cas de Tachkent, c'est le général en chef du peuple de Tachkent. Il n'y a pas de roi. Et donc là, on est dans une situation où le pouvoir est entre les mains de l'Assemblée des citoyens et qui a nommé, alors on pourrait dire une espèce de condottière pour défendre ses intérêts militaires, mais il n'y a pas de roi. Alors, une remarque qui va toucher de plus près aux conditions que les Arabes vont rencontrer au moment de la conquête, c'est l'absence d'unité politique et même de toute espèce de structure confédérale au-dessus du niveau de ces principautés. En fait, ces royaumes d'Asie centrale ont toujours sous-traité leur diplomatie, pas tellement leur diplomatie, disons, leurs intérêts militaires à d'autres qu'eux-mêmes. Et les autres, c'étaient les nomades de la steppe. Il y a eu, on voit de manière récurrente, des arrangements, n'est-ce pas? Enfin, voilà, on parle la conquête par les Hephthalites, la conquête par les Turcs. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Ces Turcs, pendant un siècle, ils ont assuré la protection militaire de ces royaumes d'Asie centrale, contre d'autres plus menaçants qui pouvaient arriver par derrière. C'est une situation qui se trouve en fait désintégrée à partir peu de temps avant la conquête arabe par l'effondrement de l'empire des Turcs sous l'action de la diplomatie chinoise, mais c'est une situation dont on va bien voir que les princes sogdiens garderont la nostalgie, puisque à chaque fois qu'ils le pourront, ils essaieront de rameuter un souverain turc venir à leur aide. Et ils ont espéré ça pendant longtemps. Alors, donc je disais, on ne voit pas fonctionner de structure confédérale. Le Khorezm, qui est isolé géographiquement au milieu des déserts, le Khorezm a toujours fait affaire dans son coin. Et en fait, très tôt, on voit apparaître un roi. Que le Khorezm fasse affaire dans son coin, c'est une vieille histoire. C'est la seule ancienne satrapie, enfin, c'était pas vraiment une satrapie, disons, c'était une province de l'Empire achéménide, probablement rattachée au satrape de Bactre. C'est la seule province de l'Empire achéménide qu'Alexandre n'ait pas conquise, parce qu'il y a eu un arrangement. Quand Alexandre se trouve à Samarcande, on a dit à Bactre, enfin, Claude Rapin a montré que ça s'est plutôt passé à Samarcande, il a reçu, le roi du Khorezm est venu le voir, avec à la tête d'une délégation. On sait même le nom de ce roi, non? Van Razmak, et il lui a dit, bon, faisons affaire, vous n'allez pas vous fatiguer à venir avec votre armée chez nous, il y a des déserts très très durs à traverser, etc. Écoutez, on se retrouve l'année prochaine pour aller flanquer l'Araclée au Scythe,
on se retrouve sur les bords du Tanaïs. C'est ce que nous transcrivent les sources, les historiens d'Alexandre. Alors, le Tanaïs, dont mon royaume est limitrophe. Très bien. On soupçonne une escroquerie. Parce que pour le roi du Khorezm, le Tanaïs, c'est le Sirdaria. Bien. Mais pour Alexandre et son entourage, le Tanaïs, c'est le Don. Alors, Alexandre a donc laissé repartir le roi du Khorezm en pensant que l'année prochaine, il lui donnait rendez-vous sur les bords du Don, dont, en fait, personne dans l'entourage d'Alexandre ne pensait qu'il était si loin à l'est, puisqu'on confondait les deux fleuves. Quand l'armée d'Alexandre arrive sur les bords du Sirdaria, ils pensent qu'ils sont au bord du Don. Ils ont raté le quart du camembert. Voilà. Et c'est extrêmement éloquent sur l'indépendance du Khorezm. Voilà. Bon, mais le Khorezm est un cas à part. Plus au sud, les Chinois signalent que les Chinois qui aiment bien quand même que les princes avec lesquels ils sont en rapport, sur lesquels ils prétendent exercer une domination, ils aiment bien qu'il y ait de l'ordre. Voilà. Ils veulent voir qu'une seule tête, ils aiment bien que ce soit organisé tout ça. Et alors, ils disent, tous ces princes appartiennent à la même famille, etc. Mais bon, le plus éminent, c'est le roi de Samarcande. En fait, on n'a pas du tout l'impression que ça se manifeste en quoi que ce soit. Il y a apparemment une certaine prééminence sur le plan cultuel. Oui, effectivement, à la fête du Nouvel An, le roi de Samarcande accueille des princes de principautés voisines. C'est ce qu'on voit sur la grande peinture des ambassadeurs. Mais on nous raconte un peu la même chose sur Tachkent. À partir de 640, donc là, on n'arrive quand même pas très loin du moment où les Arabes vont se manifester. Le prince de Samarcande monte en puissance, apparemment. Oui, il annexe deux principautés au sud, Kesh et Narshab, ici, donc la vallée du Kashkadaria, et il prend le titre royal, qu'avant n'avait que le roi du Khorezm. Le titre royal, c'est Irshid, qui est en fait linguistiquement la même forme que Shah. Ça vient du même Rshayafia, le même mot vieux perse. Alors il se proclame roi. Bon, visiblement, il a une certaine prééminence. Les Chinois, en 660, au moment où ils prennent symboliquement possession des royaumes sur lesquels qu'avaient dominé les Turcs occidentaux, les Chinois concluent une alliance, disons, préférentielle avec le roi de Samarcande. C'est ce qu'on voit encore une fois sur la peinture des ambassadeurs. Bon, mais tout ça, 50 ans après, au moment de la conquête arabe, on va voir que ça ne correspond à aucune espèce de réalité. Le roi de Samarcande va être dans l'impossibilité de rallier toute espèce de coalition autour de lui. Les Chinois nous disent ces familles ces familles royales, ils ont tous le même ancêtre, ils sont alliés entre eux, etc. Bon, on aimerait savoir un peu plus le système des alliances matrimoniales. On a quand même certains indices. Une information intéressante, c'est que la pratique zoroastrienne du mariage consanguin, quand je dis consanguin, c'est frères et sœurs, parents, enfants. Cette pratique, qui était répandue dans la famille royale sassanide, existait en Sogdiane, mais apparemment seulement à Boukhara. C'est ce que dit un texte chinois de 607, un des premiers textes détaillés qui nous parle de la Sogdiane. Je cite: « Les hommes épousent leurs sœurs et les mères leurs fils, comme des animaux. » Et il dit « ça n'a lieu qu'à Boukhara. Ils font pas ça à Samarcande. » Pourquoi Boukhara et pas ça? Peut-être parce que Boukhara était plus proche de l'Empire sassanide, plus influencé.
peut-être parce que Samarcande ménageait davantage les Chinois et que les Chinois, c'est vraiment pas quelque chose qu'ils appréciaient. On ne sait pas. Mais alors, en plus, on ne sait pas si cette pratique de mariage consanguin très proche est pratiquée dans l'aristocratie dirigeante. Si on était en Égypte et qu'on avait des momies, on ferait l'ADN. Et là, bon, comme on a pu prouver récemment que Toutankhamon n'était pas le fils d'Akhenaton et de Néfertiti, mais le fils d'Akhenaton et d'une première épouse qui était vraisemblablement sa sœur. Bon, mais on n'a pas les momies des rois de ces régions, puisqu'ils étaient zoroastriens, les corps étaient décharnés. On n'a pas non plus retrouvé les squelettes. C'est bien dommage. Donc l'archéologie ne pourra pas confirmer l'ampleur sociale de cette pratique. On a aussi quelques informations sur des intermariages entre Samarcande, Boukhara. Ils ont l'air de se marier entre eux. Samarcande et les Turcs se marient entre eux aussi. Mais enfin, tout ça, ça ne fait pas une stratégie politique d'ensemble. Alors, d'un autre côté, ça a été une faiblesse au moment de la conquête. Mais si on prend la chose d'un autre point de vue, ça a été aussi une force. Parce que cette fragmentation politique a vraisemblablement été un des facteurs expliquant la lenteur de la conquête. En Iran, les Arabes ont eu affaire à un État centralisé qui s'est effondré tout d'un coup, et dont les hiérarchies, et même une bonne partie des armées, sont passées au service des conquérants. En Asie centrale, il fallait réduire principauté après principauté. On retrouve là encore un parallèle tout à fait frappant, c'est un parallèle extrêmement saisissant avec la situation au moment de la conquête d'Alexandre. Alexandre, à partir du moment où à Gaugamel il défait Darius, l'empire achéménide tombe comme un fruit mûr, puisque la hiérarchie de l'empire se met à son service. Et quand il arrive en Bactriane, ça commence à devenir un peu plus difficile. Quand il arrive en Sogdiane, il a affaire à des petits princes qui tiennent des nids d'aigle dans les montagnes et qui vont nécessiter 2 années de campagne extrêmement dure et extrêmement coûteuse en hommes pour Alexandre. Donc, on a là véritable. C'est pas la seule situation où on a vraiment un jeu de miroir entre les deux époques. Alors, j'ai parlé de la classe militaire, j'ai parlé des rois, j'ai parlé des marchands. Il reste à parler du clergé. En Iran sassanide, le clergé s'affiche, je l'ai dit, au sommet de la hiérarchie sociale. C'est très net quand on étudie le répertoire des sceaux, les sources. À un moment, le grand prêtre s'est même fait représenter sur les reliefs des rois sassanides du IIIe siècle. En Asie centrale, la situation est différente. On a l'impression que les seuls clergés structurés, ce sont les clergés qui ne sont en fait pas d'origine locale. Il y a des églises chrétiennes, il y a des évêques. Les manichéens ont une hiérarchie cléricale. Les bouddhistes sont organisés dans des ordres. Mais la religion locale fondamentale, qu'on va donc appeler le zoroastrisme sogdien, le zoroastrisme centra-asiatique si on veut, ne semble pas structurée au-dessus du niveau des principautés. Quand on voit des prêtres dans l'art sogdien, ils n'ont pas des positions très éminentes. Alors, parfois, on les trouve dans 2 situations. Dans l'art funéraire, ils sont représentés comme servant du culte funéraire. Visiblement, c'était surtout ce qu'on attendait d'eux. Voilà sur un ossuaire, voilà sur un autre ossuaire, voilà, la table à offrande, ça c'est tout à fait orthodoxe zoroastrien, la ceinture à 3, qui s'enroule 3 fois, le masque pour protéger le feu, les petits pains sur la table à offrande. Bon. Et là, c'est sur un relief funéraire sogdien de Chine, où on voit les prêtres vont par 2, comme c'est toujours le cas,
Et les voilà, c'est les mêmes. Bon, alors là, voilà, là dans ces situations, on les voit. Mais dans les situations plus officielles, on ne les voit pas. Il semble qu'on les voit sur la grande peinture des ambassadeurs. Il y en a deux ici. À mon avis, ce sont des prêtres. Je n'ai pas toujours pensé ça, mais maintenant, c'est ce que je pense. Voilà, ils ont le masque, vous voyez. Et au début, j'hésitais, enfin, comme d'autres, ils accompagnent les animaux sacrificiels. Ici un cheval, ici des oies. Au début, j'hésitais, comme d'autres, à les identifier comme des prêtres, parce qu'ils ont des épées, ils ont d'assez beaux habits. Mais en fait, je pense maintenant que ce sont des chapelains aristocratiques. C'est-à-dire qu'ils sont habillés de manière assez semblable à leur maître, plus sobrement quand même. La dominante du costume, c'est vraiment le blanc, couleur des prêtres. Bon. Ce n'est pas aussi chatoyant que les autres. Que des prêtres zoroastriens portent une épée, ce n'est pas un problème. C'était encore le cas chez les Parsis jusqu'au XIXe siècle dans certaines situations cérémonielles. Voilà donc ce tableau rapide qu'on peut faire de la société et des rapports politiques en Asie centrale et notamment au Sogdiane au moment où va arriver le choc de la conquête arabe. À partir de la semaine prochaine, nous allons donc nous attacher à la chronologie et au récit de la conquête. Je vous remercie.